La panique s'est emparée d'Israël, alors que l'Iran a lancé une nouvelle salve majeure de missiles pendant la nuit. Des experts militaires rapportent que plus de 100 missiles balistiques ont été tirés sur Israël. L'effet global, bien sûr, est difficile à vérifier, mais d'après les images vidéo et les rapports provenant des médias indépendants, ainsi que des médias occidentaux traditionnels, les dégâts deviennent de plus en plus étendus. Malgré le fait que l'Iran lance probablement moins de missiles maintenant qu'au début de l'opération Vraie Promesse 3, les impacts deviennent plus difficiles à contrer et plus précis. Nous l'avons vu à Haïfa, où des vidéos montrent des incendies qui ravagent toute la ville. En particulier, les raffineries de pétrole et les centrales électriques situées là-bas. Des images et des vidéos ont montré que des coupures de courant ont eu lieu, et Israël le rapporte également. Désormais, Israël, bien sûr, affole tous ses colons avec des sirènes les avertissant de courir vers les abris anti-bombes lorsque des missiles arrivent. Nous avons vu cela avec le Yémen, le Hezbollah, etc., lors des phases précédentes de cette guerre. Maintenant, avec l'Iran, cela se produit avec une fréquence accrue. Mais l'Iran a averti tous les colons de quitter Israël. Pourquoi? Parce que l'Iran sait où se trouvent ces abris anti-bombes. Et nous avons vu des images provenant d'Israël, même montrant que des abris anti-bombes ont effectivement été touchés. Ainsi, l'Iran a intensifié son escalade contre Israël, en grande partie parce qu'Israël continue de cibler des immeubles résidentiels, des zones civiles et même des hôpitaux en Iran. L'Iran rapporte que 224 civils ont été tués. Rien qu'en Israël cette nuit, au moins 9 Israéliens ont été tués par la salve de missiles iraniens. Ce n'est pas seulement Haïfa qui a été touché. Haïfa concentre l'essentiel des rapports et des images en raison de l'importance stratégique de la centrale électrique. Mais Tel Aviv continue de brûler. Des immeubles résidentiels ont été touchés, en grande partie parce que les systèmes de défense aérienne sont situés dans et autour de ces bâtiments résidentiels. Nous avons également vu qu'à l'aéroport Ben Gurion, une colonne de fumée s'est élevée, probablement parce que l'Iran a frappé là avec des missiles balistiques. Et ce n'est pas tout. Le désert du Negev, qui abrite l'installation nucléaire de Dimona, ainsi que la base aérienne de Nevatim, a été lourdement bombardé. Israël tente de censurer les images et vidéos provenant de là-bas. Mais nous avons constaté que les systèmes de défense aérienne israéliens montrent des signes évidents d'épuisement, avec les systèmes de défense autour de la base aérienne de Nevatim qui sont activés sans parvenir à atteindre leur cible. Cela a conduit à des situations où ces systèmes de défense aérienne se retournent littéralement contre eux-mêmes, tombent en panne et sont détruits après avoir manqué leur cible initiale. L'Iran vise également les batteries de missiles Patriot. Nous avons vu certaines d'entre elles détruites lors de cette salve nocturne. De nombreux experts militaires affirment qu'il s'agit de la plus grande dévastation qu'Israël ait jamais connue. La panique est désormais généralisée. Nous avons vu Netanyahou intervenir sur Fox News. Et qu'a-t-il dit? Eh bien, il a dit que non seulement l'Iran essaye de tuer Donald Trump, mais qu'Israël et Benjamin Netanyahou sont les partenaires juniors des États-Unis. Et il a souligné à plusieurs reprises que les États-Unis doivent s'engager plus pleinement dans cette guerre aux côtés d'Israël. Vous venez de dire que l'Iran a tenté d'assassiner le président Trump à 2 reprises. Avez-vous des renseignements indiquant que les tentatives d'assassinat contre le président Trump venaient directement de l'Iran? Par l'intermédiaire de leur proxy, oui. Par leurs renseignements, oui. Ils veulent le tuer. Écoutez, il est l'ennemi numéro 1. C'est un leader décisif. Il n'a jamais suivi la voie que d'autres ont prise en essayant de négocier avec eux de manière faible, leur offrant essentiellement un accès à l'uranium enrichi, ce qui signifie un accès à la bombe, en y ajoutant des milliards et des milliards de dollars.
Il a pris cet accord factice et l'a tout simplement déchiré. Il a tué Qassem Soleimani. Il a été très clair, y compris maintenant, sur le fait qu'ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas enrichir. Il a été très ferme. Donc pour eux, il est l'ennemi numéro 1. Écoutez, ils ont aussi essayé de me tuer, mais je ne suis que son partenaire junior. Ils comprennent que le président Trump représente une grande menace pour les plans de l'Iran visant à se doter d'armes nucléaires et à les utiliser. Quand avez-vous informé le président Trump que vous alliez lancer ces frappes? Écoutez, je suis en contact permanent avec le président Trump. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Et évidemment, nous avons informé nos amis américains et le président Trump, notre grand ami, à l'avance. Nous l'avons fait. Il était au courant, bien sûr. Je veux dire, il y a eu des informations selon lesquelles le président Trump vous aurait aidé à obtenir votre effet de surprise stratégique en vous exhortant publiquement à ne pas attaquer alors qu'il savait déjà que vous aviez décidé de le faire. Donc, vous étiez en étroite coordination avec les États-Unis tout au long de ce processus. Écoutez, nous sommes totalement coordonnés, mais comprenez que l'Amérique, sous la présidence de Trump, interprète les décisions qui incluent l'Amérique. Trump will make the decisions that are best for America. That's the way it is. He understands that I, as the prime Et c'est ainsi que les choses sont. Il comprend que moi, en tant que Premier ministre d'Israël, l'unique État juif, je dois prendre les décisions qui sont cruciales pour la survie de mon pays et lui fera ce qui est le mieux pour l'Amérique. Ainsi, le désespoir devient de plus en plus profond. Nous voyons les États-Unis envoyer leurs ravitailleurs et leurs avions dans la région. De nombreux rapports, pour ceux qui suivent les images de surveillance de l'activité de ces vols, indiquent qu'ils se dirigent des États-Unis vers le Moyen-Orient, probablement afin que dans l'éventualité où les États-Unis décideraient d'escalader et de s'impliquer, ils soient prêts à le faire. Voilà la situation. De nombreux rapports ont également indiqué qu'Israël ne dispose pas de la capacité en munitions nécessaire pour détruire non seulement les installations nucléaires iraniennes, mais qu'il n'a pas non plus la capacité d'anéantir les lieux où sont stockés les missiles iraniens, car ils sont enfouis profondément dans les montagnes, beaucoup étant souterrains. Seules les bombes anti-bunker Moab, que les États-Unis, souvenez-vous, ont testé en Afghanistan lors de la première administration Trump, peuvent potentiellement percer les stocks cachés de l'Iran. La situation devient donc de plus en plus critique pour Israël. L'idée qu'Israël est invincible, par exemple, a volé en éclats. Les Israéliens ne sont pas en sécurité. On leur demande de partir, et les vidéos de Haïfa, les vidéos de Tel Aviv, les images des missiles iraniens frappant durement Israël, et chaque jour, au moins une centaine sont lancées, montrent que les capacités de l'Iran sont bel et bien intactes et très puissantes. Maintenant, l'ancien général des gardiens de la Révolution, je crois qu'il s'appelle Rezaei, a déclaré que l'Iran n'a même pas encore utilisé ses plus récents stocks de missiles hypersoniques. Certains affirment que les missiles hypersoniques n'ont pas du tout été utilisés. Donc, l'Iran affirme qu'il n'a même pas utilisé ses armes les plus récentes, qui causeraient encore plus de dégâts et seraient encore plus difficiles à neutraliser depuis les airs. Il est donc assez évident que si les scènes à Haïfa, à Tel Aviv, à Bnei Brak et dans de nombreuses autres villes israéliennes et zones autour de Tel Aviv, ainsi qu'au centre d'Israël, dans le désert du Negev, sont révélatrices, cela montre que les systèmes de défense aérienne israéliens sont épuisés. Même Donald Trump a rapporté à plusieurs reprises, et c'est un développement intéressant. D'une part, il a dit que les États-Unis pourraient s'impliquer plus directement dans ce conflit. D'autre part, il a déclaré qu'Israël et l'Iran devront parvenir à un accord. Ce que j'en comprends, c'est qu'il dit d'une part que la situation est grave des deux côtés,
Bien sûr, il ne dira jamais que c'est uniquement le côté israélien qui souffre le plus de cela. Un accord devra être trouvé, ce qui montre que peut-être les États-Unis n'ont pas vraiment envie d'intervenir. Et il y a un grand débat pour savoir si cela va se produire. Certains pensent que les États-Unis sont déjà impliqués dans cette guerre. Je partage cet avis. Nous savons que l'administration Trump était parfaitement au courant de tout cela, qu'il multipliait les diversions pour préparer l'offensive israélienne. Ils ont envoyé des armes supplémentaires. Nous savons que les pétroliers sont pleinement opérationnels et partent pour le Moyen-Orient. Nous savons également qu'Israël ne peut pas survivre sans l'aide des États-Unis dans n'importe quel conflit auquel il est confronté, que ce soit à Gaza dans le cadre du génocide ou lors des événements au Liban, en Syrie, etc. La liste est longue. La réalité, c'est que les États-Unis sont déjà impliqués, et il faut le comprendre sous cet angle. Il faut aussi noter que l'administration Trump doit prendre une décision très difficile en ce moment. L'administration Trump doit décider si elle va protéger Israël et le défendre jusqu'au bout, en sachant qu'à terme, les systèmes de défense aérienne israéliens seront tellement épuisés qu'Israël sera sans défense. Et cela sera probablement inacceptable pour les États-Unis. Mais comme je l'ai dit, si les États-Unis s'engagent davantage dans la guerre, ils devront risquer de subir des pertes potentiellement catastrophiques, notamment d'un point de vue de l'image publique. Qu'il s'agisse d'un destroyer naval américain touché par l'un des nouveaux missiles hypersoniques iraniens, impossible à intercepter par les systèmes de défense aérienne, ou d'avions américains abattus, comme les F-35 qui ont déjà été abattus par l'Iran du côté israélien jusqu'à présent. Voici donc les risques que les États-Unis doivent prendre en compte alors qu'ils réfléchissent à la possibilité de mener une intervention à grande échelle contre l'Iran. Par ailleurs, dans un autre rapport, il a été indiqué que Donald Trump a rejeté le complot et le plan d'assassinat proposé par Israël concernant l'ayatollah Ali Khamenei. Selon ces rapports, Israël aurait un plan précis visant à tuer l'ayatollah, ce qui constituerait bien sûr une tentative d'assassinat pour éliminer ce qu'Israël considère comme la tête du serpent de la direction iranienne, et ainsi s'engager pleinement et réussir dans le projet de changement de régime. Donald Trump aurait rejeté cette tentative. Je pense d'ailleurs qu'il s'agit, bien entendu, de fausses informations à bien des égards. Si Israël a un plan pour assassiner des dirigeants majeurs, comme cela a déjà été le cas avec le CGRI par exemple, alors les États-Unis ne vont pas seulement être impliqués, mais vont bien sûr donner le feu vert et leur accord. Maintenant, cela pourrait très bien être une diversion, comme l'a été toute cette opération, cette attaque agressive contre l'Iran. Comme l'ont indiqué des rapports dans les médias israéliens, les États-Unis n'utilisaient pas seulement les négociations avec l'Iran pour endormir ce dernier, comme ils le prétendent, afin qu'Israël puisse se préparer à cette attaque. Mais dans la conversation que l'administration Trump a eue avec Netanyahou, par exemple, il y a eu des rapports selon lesquels, alors que Trump affirmait avoir rejeté le désir d'Israël d'attaquer l'Iran, il aurait dit « Vous ne pouvez pas faire cela maintenant ». En réalité, les États-Unis ont secrètement donné leur feu vert à cette dernière attaque et ont utilisé les médias pour promouvoir une dénégation plausible, inciter l'Iran à se détendre et l'empêcher de réagir à cette frappe qui a finalement eu lieu, je crois, le 11 juin. Nous en sommes donc au 4e jour de cette guerre et nous pouvons désormais évaluer quel en a été l'impact. Et l'impact, bien sûr, est immense, dans la mesure où l'image, la représentation et l'identité d'Israël en tant que force invincible en Asie de l'Ouest, bien entendu pleinement soutenue par les États-Unis, ont été totalement percées à jour, totalement démolies et totalement détruites à ce stade. Nous voyons des images,
Et les médias israéliens, ainsi que des responsables israéliens, le reconnaissent également. We're seeing imagery, and Israeli media and Israeli officials are doing this as well. They are the ones who are primarily promoting this idea that Iran. Ce sont eux qui promeuvent principalement cette idée, selon laquelle les capacités de l'Iran et les dégâts que ces missiles ont infligés à Israël sont considérables et dévastateurs. Nous voyons des bâtiments soufflés. Nous voyons de vastes zones de Tel Aviv complètement détruites par ces missiles balistiques lancés depuis l'Iran. Il y a même certains Israéliens qui affirment que l'Iran est en train de les transformer en Gaza. Donc le niveau de peur, le niveau de panique que nous voyons en Israël, et bien sûr les États-Unis derrière eux, que nous voyons Israël et les États-Unis manifester, est une indication que les attaques de l'Iran ne sont pas seulement efficaces, mais qu'elles mettent réellement Israël et les États-Unis dans une position délicate. Donc en ce moment, ce qu'Israël fait, c'est recourir à des tactiques très anciennes, et toute son opération repose sur un changement de régime. Alors que l'Iran tente d'établir une domination dans l'escalade et une supériorité en matière de dissuasion face à Israël, en frappant fort, principalement des cibles militaires et bien sûr les zones environnantes, Israël, au cours de la nuit et des dernières 24 heures, a mené des actions de sabotage et des tactiques de terreur. Des voitures piégées ont explosé, visant les forces de police et de sécurité iraniennes qui recherchent les espions et agents responsables du chaos à l'intérieur de l'Iran. C'est d'ailleurs l'un des grands atouts d'Israël, ces opérations clandestines qui ont probablement permis à Israël de mener la première attaque surprise contre l'Iran. On constate que l'Iran a intensifié sa traque des agents du Mossad et d'autres personnes présentes dans tout le pays, collaborant avec Israël pour mener ces opérations de sabotage. Et bien sûr, le plus important, qui est désormais mentionné dans les médias occidentaux et israéliens, c'est qu'ils auraient un complot, avec l'aide des États-Unis, notez-le bien, pour assassiner le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei. Non seulement cela, mais Israël revendique également la supériorité aérienne sur l'Iran. Bien sûr, à certains égards, Israël possède et utilise ses capacités pour frapper des cibles civiles en Iran. Nous voyons des bâtiments être visés à maintes reprises. Nous savons que de nombreux enfants sont morts. L'Iran affirme que 224 Iraniens ont été tués jusqu'à présent et que lors de certaines de ces frappes sur des immeubles résidentiels, jusqu'à 20 à 30 personnes sont tuées en une seule frappe. Israël devient de plus en plus désespéré sur le plan militaire, car, lors de cette attaque surprise, ce qui était censé se produire, c'est qu'Israël devait frapper non seulement toutes les installations nucléaires iraniennes, mais aussi détruire une grande partie des capacités militaires de l'Iran. Et tout cela a échoué. Bien qu'il y ait eu des dégâts sur certaines installations nucléaires, Fordow et certaines des plus importantes restent intactes. Et bien sûr, nous voyons que les capacités militaires de l'Iran, ces systèmes de missiles, sont profondément enfouis dans les montagnes iraniennes sous terre et ne peuvent pas être atteintes par les munitions israéliennes. Tous les signes indiquent que si Israël a le moindre espoir d'atteindre ses stocks de missiles et de munitions, il devra faire appel aux États-Unis pour qu'ils larguent essentiellement des bombes Moab anti-bunker, qui sont l'arme la plus puissante dont disposent les États-Unis en dehors du nucléaire. Et ce sera la seule option dont Israël dispose à ce stade. À ce jour, les États-Unis n'ont pas encore accepté de s'engager dans la guerre à ce titre. Ils n'ont pas accepté que leurs avions et leurs forces aériennes soient soumis à ce type d'escalade, ce qui comporte potentiellement le risque qu'un missile hypersonique iranien ou des systèmes de défense aérienne soient lancés et frappent des destroyers navals américains, les coulants, ou touchent des avions américains. Voilà donc le dilemme dans lequel se trouve actuellement Israël. Et je souhaite aborder un point, car il y a beaucoup de discours alarmistes en ce moment.
Il y a beaucoup de spéculations sur la faiblesse iranienne. Les critiques sont nombreuses, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi à propos des décennies durant lesquelles Israël a bénéficié d'une quasi-impunité et d'une carte blanche dans cette région grâce au soutien des États-Unis. Il y a beaucoup de doutes sur ce qui va se passer ici, et beaucoup de craintes concernant un changement de régime en Iran. Je veux aborder ce point, car alors que Haïfa brûle, que Tel Aviv brûle, il y a beaucoup de catharsis dans ces attaques de missiles. Je veux simplement dire que tout d'abord, ces attaques de missiles ont montré que l'Iran a la capacité de se défendre de manière incroyablement efficace. Sa technologie de missiles et le nombre de missiles, qui reste difficile à vérifier, certains parlent de plus de 150 000, d'autres de 20 000, d'autres encore d'un chiffre intermédiaire. Mais quoi qu'il en soit, ce nombre est énorme, et l'Iran ne fait que commencer. Donc, bien que tout cela soit impressionnant, beaucoup craignent que l'Iran ne soit pas en mesure d'établir une dissuasion et ne pourra pas y parvenir, ce qui mènerait à une longue guerre qu'Israël et les États-Unis utiliseraient pour tenter d'affaiblir la direction iranienne et le gouvernement iranien jusqu'à leur chute, en menant ces attaques horribles contre des civils et ces actes de terreur. Et je veux simplement dire ceci. Nous avons bien sûr assisté à de nombreuses tragédies dans cette région, surtout au cours de la dernière année et demie, 20 mois. Génocide à Gaza, génocide au Liban, appelons les choses par leur nom. Israël a vraiment semé le chaos parmi le peuple libanais, alors que le Hezbollah combattait en solidarité avec le peuple palestinien. La chute de la Syrie a également été l'une de ces tragédies, dans laquelle Israël, bien sûr, a joué un rôle majeur pour la provoquer. Donc, beaucoup de tragédies dans cette région. Mais je veux simplement dire que nous avons constaté que l'Iran n'est pas dans aucune de ces situations. C'est en fait très différent. L'Iran a démontré que sa direction ne peut pas simplement être décapitée, que ses stocks et ses capacités militaires ne peuvent pas simplement être éliminés rapidement, et cela pose un énorme problème pour les États-Unis et Israël eux-mêmes. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, le grand problème que cela pose aux États-Unis et à Israël, c'est précisément ce scénario d'une guerre longue. Les États-Unis et Israël prospèrent grâce à des attaques rapides et soudaines qui dégradent les capacités de l'État et de l'armée iranienne au point qu'ils ne peuvent plus se battre, doivent capituler et renforcent les forces par procuration que les États-Unis et Israël soutiennent en Iran. C'est un modèle qu'ils ont tenté de mettre en œuvre en Irak et en Afghanistan. Et dans chaque cas, les États-Unis se sont en réalité retrouvés dans un véritable bourbier et n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs globaux. Nous avons vu en 2020 ce que cela a donné. Les États-Unis ont dû quitter l'Afghanistan, ils en ont été chassés. Et bien sûr, même s'ils n'ont pas été totalement chassés d'Irak, leurs objectifs globaux y ont échoué. Et ce ne sont là que deux exemples où l'approche des États-Unis a échoué. Certains diront qu'elle a fonctionné en Syrie, et l'on peut admettre que c'est vrai. Mais l'Iran n'est pas la Syrie. L'Iran subit des sanctions de famine depuis un certain temps déjà, mais il n'a jamais été frappé militairement comme la Syrie l'a été au cours de cette sale guerre. Et nous savons qu'Israël avait déjà frappé la Syrie des centaines de fois sur plus d'une décennie. Et nous savons que les États-Unis étaient engagés dans une guerre totale sous prétexte de lutter contre Daesh, alors qu'en réalité, il s'agissait avant tout d'un changement de régime. Beaucoup d'infrastructures syriennes ont été détruites à cause de ce conflit, et un tiers du pays a été occupé. Cela n'est jamais arrivé à l'Iran. Donc l'Iran se trouve effectivement dans une situation plus stable que dans tous ces cas. Et bien sûr, on ne peut pas vraiment comparer l'Iran aux forces de résistance, qui, bien que très vaillantes, le Hezbollah, la résistance palestinienne,
les grandes capacités du Hezbollah font partie de l'État libanais. Ils ont aussi beaucoup de désavantages géographiques, ainsi que le fait que le Hezbollah, en raison de ce désavantage géographique, a dû peser et considérer son rôle dans ce combat par rapport à la situation des victimes civiles qu'Israël a pu leur infliger. Alors qu'Israël frappe des civils et cause des traumatismes psychologiques au peuple iranien à ce stade, il est évident que le peuple iranien et l'État iranien se préparent à cela depuis des décennies. Tous les rapports et toutes les indications montrent que cette guerre déclenchée par Israël est en réalité une énorme erreur de calcul, dans le sens où elle galvanise le peuple iranien autour de l'État, et que si une guerre plus vaste devait éclater, l'ensemble du peuple iranien, toute la puissance du peuple iranien, soutiendrait la riposte de l'Iran. La situation est donc différente. Je ne pense pas qu'elle soit aussi favorable à Israël ou aux États-Unis que lors des autres épisodes où ils ont causé des dommages aussi graves. Et puis, il faut aussi comprendre que le chaos provoqué par les États-Unis et Israël dans cette région n'a pas abouti à une domination totale. Malgré le génocide, malgré le cessez-le-feu au Liban, malgré la chute de la Syrie, malgré toutes ces tragédies, les États-Unis et Israël se trouvent dans une position plus précaire et sont contraints de mener une guerre désespérée contre l'Iran. Donc, même si nous ne pouvons pas prédire, il n'y a pas de boule de cristal ici qui dirait « Ok, le gouvernement iranien est complètement en sécurité. Un changement de régime ne sera pas mené. » Nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Mais étant donné la situation actuelle, où l'Iran a lancé ses attaques dévastatrices contre Israël et a provoqué une dévastation dans la psyché du régime israélien, ainsi que dans l'exceptionnalisme américain lui-même, maintenant que l'Iran a démontré qu'il possède les capacités de se défendre et affirme, et nous ne pouvons que tirer nos propres conclusions de cela, que ces missiles et armes les plus récents n'ont même pas encore été utilisés, tout cela indique que l'Iran n'est pas dans la position précaire que certains pourraient croire, même si le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, venait à être assassiné. Cela permet-il d'atteindre un objectif valable? Cela conduit-il à un changement de régime? Je dirais non. Je dirais même qu'en réalité, cela pousserait l'Iran à une escalade encore plus grande et créerait un scénario que les États-Unis ne pourraient pas gérer. Et cela pourrait en partie expliquer pourquoi l'administration Trump a, je cite, dit non à une opération d'assassinat pour le moment. Je crois à 100% que les États-Unis seront impliqués dans une telle campagne si Israël décide de passer à l'action. Mais je pense aussi qu'actuellement, les États-Unis se trouvent dans une position où ils doivent soigneusement réfléchir à l'opportunité de s'engager dans un conflit à grande échelle. Voici la mise à jour. Une nouvelle salve de missiles, je crois que c'est la 3e en autant de jours, plus de 100 lancés par l'Iran, a causé d'importants dégâts aux infrastructures et aux cibles militaires israéliennes. Nous voyons des bunkers israéliens touchés. Ces soi-disant zones censées protéger les colons israéliens se transforment en cimetières. Nous voyons des coupures de courant à Haïfa, des incendies à Haïfa, des installations énergétiques visées, des installations chimiques prises pour cible. Nous voyons le désert du Negev sous de lourds tirs, les systèmes de défense aérienne épuisés et se retournant contre eux-mêmes. Nous voyons Tel Aviv continuer de brûler, avec des rapports faisant état de lourds dégâts à l'aéroport Ben Gurion. Et bien sûr, nous voyons Netanyahou dans l'état le plus ébranlé qu'il ait connu depuis le début de cette guerre régionale de plus de 20 mois, déclenchée par le 7 octobre et la résistance à Gaza, puis le génocide qui a suivi. Tout cela montre qu'Israël est vraiment en difficulté en ce moment. Et les États-Unis doivent désormais envisager s'ils vont s'engager pleinement dans la guerre.
whether it enters a war fully. Trump is saying maybe, maybe not. We can never Trump predict really dit what peut-être, Donald Trump will peut-être do, pas. but we can On ne peut predict jamais vraiment that prédire he's ce que fera Donald Trump. involved in Mais on this peut war. prédire que les États-Unis sont déjà pleinement impliqués dans cette guerre. La logistique, les armes, les ravitailleurs y sont envoyés. Et nous devons comprendre que les actifs américains ne sont pas en sécurité en ce moment. Cela conduit à l'hésitation du côté américain à soutenir pleinement Israël et à s'assurer que ces missiles soient au moins tentés d'être arrêtés. Voilà la situation actuelle. Ce n'est pas bon pour Israël. Ce n'est pas bon pour les États-Unis. L'économie mondiale traverse une période vraiment difficile en ce moment. Les prix du pétrole flambent. Et tout porte à croire que cela va continuer. Israël parle de semaines. Les États-Unis, l'administration Trump, n'en ont aucune idée. Ils disent qu'un accord doit être trouvé. Mais nous savons qu'Israël est pleinement engagé dans un changement de régime en Iran, qu'il continuera de frapper des civils, qu'il échouera probablement encore à atteindre des cibles militaires et qu'il poursuivra ses actes de sabotage, alors que les États-Unis subissent une pression constante pour s'engager pleinement dans la guerre aux côtés d'Israël. Et bien sûr, la partie iranienne affirme qu'elle dispose de la technologie, des capacités et des stocks de missiles nécessaires pour poursuivre son escalade dans cette guerre contre Israël. War against Israel.